Merci Costa de votre présence et de l'émotion suscitée par votre film. Cet échange va se dérouler en 2 temps. Nous allons évidemment tout de suite revenir sur le dernier souffle que le public vient de voir, vous poser une question et puis on vous laissera la parole, le public, sur le dernier souffle et vraiment que sur le dernier souffle pour après revenir sur votre carrière, sur vos films et évidemment vous laisser à nouveau la parole sur le reste de votre carrière. Merci infiniment. J'ai découvert ce film au Festival Lumière pour la première française il y a quelques mois avec Admirad et toute l'équipe qui disait je ne me suis pas vu dans ce film tellement pris par le sujet universel que vous meniez. Et je voulais juste savoir, pour recontextualiser, vous avez du coup adapté le livre de Claude Grange et Régis Debray. Et savoir quelque part dans quel contexte vous l'avez adapté, comment vous avez découvert ce livre et qu'est-ce qui vous a évidemment porté à faire ce film maintenant? Eh bien, le Régis Debray, qui est un ami, m'a envoyé son livre, comme il m'envoie tous ses livres. Et c'est pas un grand livre comme ça, et je l'ai lu immédiatement. Et j'ai découvert un monde que je ne soupçonnais même pas. J'ai découvert des situations, des personnes très justes, parce que le docteur Grange, avec qui Régis avait écrit le livre, c'est un docteur des soins palliatifs, et il a décrit un certain nombre, une trentaine à peu près, des cas particuliers. Et ça m'a bouleversé, pour vous dire la vérité. Et on avait envie de pleurer à la fin par certains cas, notamment par le cas de cette jeune femme à qui on ne dit pas la vérité. Et j'ai pensé que c'était peut-être intéressant pour moi d'essayer d'étudier, d'essayer de faire un scénario et éventuellement un livre. J'en ai parlé à Michel, et il l'a lu aussi. Il me dit, vas-y, si ça t'intéresse, on verra. Je sentais tout de suite, et je sentais aussi la difficulté d'un sujet comme ça. Vous savez, les sujets avec les morts, la fin de vie, ça fait fuir tout le monde, les spectateurs, tout le monde. Je suis d'ailleurs très ému que vous soyez tous ici ce soir. Eh bien, les problèmes que j'avais avec le livre, avec tous ces cas réels, c'est d'essayer de les réunir, peut-être pas tous, parce qu'ils étaient trop nombreux, mais ceux qui me paraissaient qui m'ont touché profondément, personnellement, de faire trouver une ligne rouge, comme on dit dans notre profession, pour faire le scénario. Une ligne rouge, c'est des personnages qui sont au début et qui continuent et qui s'intéressent à ce qui se passe autour d'eux. Alors, j'ai pensé de prendre deux docteurs qui existaient et prendre aussi un autre personnage, comme Régis Debray, qui s'est intéressé pour faire ce livre avec le docteur, et l'accompagner jusqu'à la fin de l'histoire. Et là, il fallait quand même trouver un autre détail pour nous, spectateurs, pour le suivre attentivement. Alors, j'ai inventé le fait que le écrivain, il avait un problème qu'on voit, nous, depuis le début. Et que le docteur ne le sait pas, parce qu'il le cache. Et nous intéressons donc, parce que, comme toujours dans le cinéma, on s'intéressait, qu'est-ce qui va se passer avec cette petite tâche qu'il a? Est-ce que ça va évoluer ou qu'est-ce qui va se passer? Et au fur et à mesure de l'évolution de l'histoire, on voit que l'écrivain et philosophe, il voit les situations d'une manière différente que celle qu'il aurait vue s'il avait été un simple, je dirais presque touriste, un simple visiteur. Il s'identifie même à un moment donné, comme ça, la peur le prend et il s'identifie. Bon, ça étant fait, le problème qu'on a toujours dans un film, c'est comment finir un film. Il n'était pas question de finir avec un happy end, évidemment. Et l'idée m'est venue d'introduire ce poème de Prévert, que j'ai lu la première fois sans faire attention, et puis je l'ai lu une deuxième fois, il y a très très longtemps. Il m'avait touché profondément, parce qu'il parle vraiment de la vie et de la mort. Voilà. Parce qu'après la mort, il y a la vie immédiatement. Voilà. Et donc, j'ai dit, ça, on peut le faire. Je demandais aussi aux musiciens qui travaillent souvent avec moi de voir si on peut faire le musicaliser, de faire une sorte de chanson. Je voulais aussi avoir autour de la personne, c'est-à-dire une gitane. Pourquoi la gitane? Parce que les gitans vivent en groupe. Ils se déplacent en groupe. Ils s'intéressent à la mort des autres ou au mariage des autres en groupe. Et ça m'intéressait beaucoup. Donc, la chanson était faite et
je me suis dit, voilà, on va trouver les gitans. Et puis il y avait la fin. Et je ne voulais pas naturellement finir avec un enterrement. Je ne voulais pas, puisqu'il s'agit d'un mort. Il fallait finir avec une sorte de lutte pour la vie. Parce que un film, pour moi, c'est sur la vie. Ça n'est pas tant sur la mort, c'est beaucoup plus sur ceux qui vivent, qui restent. Et j'ai cherché pendant très longtemps pour trouver une solution qui permettait aux philosophes qui apprenaient finalement que sa maladie avait éclaté, qu'il fallait trouver face à lui quelqu'un ou quelqu'une qui puisse lui donner du courage, qui puisse lui dire, voilà, continuez la vie. Et pour continuer la vie, il fallait qu'elle soit exemplaire, cette personne. Et voilà, et j'ai imaginé cette dame qui a perdu son sein et qui vit depuis plusieurs années, lui dit, voilà, avec ça, j'ai vu avec ça, il faut que tu combattes, et comme ça, ça sera un combat juste pour aller jusqu'au bout. Et quand j'ai fini de trouver cette histoire, j'ai fini le scénario rapidement et j'ai donné à des acteurs que je connaissais, que j'admirais, pour voir comment ils allaient réagir. D'abord, Michel avait réagi très très bien, mais au fur et à mesure, il a suivi l'évolution. Et les acteurs, je dois dire, c'était un encouragement formidable. Tous, immédiatement, ils ont même commencé par Podalides qui a dit, voilà, formidable, je l'ai fait, faites ce que vous voulez. Et j'avais, pendant l'écriture, j'avais trouvé une photo dans un périodique avec Madame du début. Charlotte Rampling. Et je connaissais Charlotte et je me disais, il serait parfait pour faire ce rôle, mais il était trop petit. Je l'ai appelé. Je lui ai dit, Charlotte, je vais vous voir pour raconter une petite histoire. Je l'ai vu, on a discuté. Je lui ai dit, je vais vous proposer votre plus petit rôle, le plus petit rôle de votre vie. Je pensais qu'elle allait m'injecter. Elle dit, non, je veux lire. Elle a eu le scénario et elle m'a parlé très, très positivement. Et en général, quand on parle très positivement à un metteur en scène ou à un acteur, soit pour le rôle, c'est pour dire à la fin, tu ne vais pas le faire, je ne vais pas le faire. Eh bien, à la fin, elle m'a dit, je le fais. J'étais surpris et très heureux. Parce que c'était un tout petit peu dans le même rythme, dans la même façon que les autres acteurs. Et avec tous ces acteurs, il a fallu donc aller trouver les sous pour faire le film. Et les sous viennent de la télévision, viennent des distributeurs, viennent des achats à l'étranger, toutes sortes de possibilités que Michel connaît très bien et qu'il a commencé à suivre. Elle a fait une sorte de marathon pour trouver tout l'argent. Et je dois vous dire qu'elle a beaucoup souffert. Je te passe la parole. Un marathon de refus. Un marathon de refus. C'est-à-dire qu'on avait, en septembre 23, on avait le scénario, les acteurs, une imposition de tournage qui était mars-avril, c'est-à-dire l'imposition de Denis Podalides, qui, comme vous le savez, était à la Comédie Française, tout ça et tout. Donc la seule possibilité, c'était mars-avril, ce qui voulait dire qu'il fallait que je commence tout de suite la préparation du film, c'est-à-dire investir et trouver les décors, ce qui n'est pas facile, trouver le casting, parce qu'en dehors des acteurs principaux, il y a tous les autres, et en particulier, Costa voulait que tous les médecins, tous les infirmières, tous les bénévoles soient des vrais. C'est-à-dire qu'on a par des appels radio, tout ça en collaboration avec l'hôpital. Et finalement, on a tous les infirmiers, tous les docteurs, sauf Cadmerat, bien sûr, sont des vrais. Parce que Costa estimait que c'était difficile de leur dire comment, à un acteur ou un figurant, comment avoir des bons aides. Et d'ailleurs, quand nous avons terminé le film, on avait promis à l'hôpital du Vésiné, où nous avons tourné, qu'on leur ferait une projection. Donc on a loué le grand cinéma du Vésiné, et ça a été formidable parce qu'avec tous les vrais médecins, soignants et tout, ils ont été enthousiastes, émus de la façon dont ils étaient représentés. Et ils nous ont dit, dans le fond, on est remercié par le travail de Costa, pour le travail qu'on a fait, et ça leur a rappelé comment ils étaient applaudis pendant le Covid et qu'après ils avaient été oubliés. Voilà. Donc avec tout ça, je me suis dit, c'est pas de problème, bon scénario, bon casting, bon décor, pas de problème, allons-y. Et j'ai eu des refus de tout le monde, sauf de Canal, mais parce que Canal suit Costa depuis très longtemps, puis ils ont des obligations d'investir dans le cinéma français.
Mais pour avoir Canal, il faut un distributeur. Or, tous les distributeurs ont dit non. La majorité m'ont répondu, mais quand même pas mal n'ont même pas répondu. Ce qui est quand même, pour la profession, un peu triste. Et on a eu le cadeau de Noël, c'est-à-dire une semaine avant Noël. David Grimbach, qui dirige Bach Film, qui est une très bonne société indépendante de distribution, a adoré le scénario. Et donc, c'était le cadeau de Noël, on pouvait vraiment démarrer. Mais, comme nous n'avions pas assez d'argent, pour faire le film que voulait Costa, hein, et on tournait 5 semaines dans les hôpitaux. Donc, vous savez, le cinéma français trouve toujours des solutions pour s'en sortir. C'est-à-dire que depuis 3-4 ans, des associations de producteurs, les syndicats de producteurs, de techniciens se sont mis d'accord sur une grille de salaire différente de la grille de salaire normale. C'est-à-dire une grille de salaire où les hauts salaires, comme le chef opérateur, l'ingénieur du son, tout ça, ces salaires sont diminués de presque 50%, les autres moins, et évidemment, ils rentrent en participation si le film marche. Donc, nous avons été un film, ce qu'on appelle Annexe 3, ce qui était la première fois pour ma société de production et bien sûr pour Costa. Mais malgré tout, il ne suffisait pas de demander des efforts aux techniciens, aux acteurs, parce que les acteurs aussi, il y a un barème. L'hôpital, par exemple, coûte 3 500 par jour. Donc, j'ai fait un beau mail au directeur de l'hôpital, dont je suis assez fière, en leur expliquant qu'est-ce que c'était l'annexe 3. Bon, j'ai mis une page. Et je leur ai dit que ma philosophie m'interdisait de demander des efforts aux techniciens, aux metteurs en scène, enfin à tout le monde, aux acteurs, et non pas à tous les intervenants du film. Et donc, moi, mon tarif pour l'hôpital, ce n'était pas 3 500, c'était 1 000 par jour. Et il a dit oui. Et idem, les deux, on a tourné dans 2 maisons, pour la maison du médecin et la maison du philosophe, alors que ce sont des privés et qu'en général, les maisons se louent pareil, 3 500 par jour. Ils ont accepté, on annexe 3 de tarifs, 1 000 € par jour. Voilà, donc ça a été une aventure formidable d'humanité, de tranquillité. Voilà, Costa a eu finalement le film qu'il voulait. Et avec l'aide de l'hôpital, avec l'aide... Vous savez, quand on tourne dans l'hôpital pendant 4-5 semaines, on devient familier. C'est-à-dire qu'on fait presque partie des meubles. On voyait les vrais malades, et ça a été une expérience fantastique, vraiment fantastique. Est-ce que, avant de passer à la carrière, il y a une réaction que l'on puisse prendre de vous, public, évidemment, pour Costa et Michel? Oui, madame, ici, pour le micro, s'il vous plaît. C'est bon. C'est bon. Par rapport au sujet du film. Je veux le tenir. Parce que je suis concernée par la fin de vie. Et actuellement, les lois en France, elles n'ont pas eu tellement de chance avec le Covid. Et la dissolution, c'est toujours dans les tiroirs. Parce que je suis inscrite en Suisse, je suis atteinte d'une maladie Charcot. J'arrive à mon dernier souffle et j'ai envie de mourir chez moi. Je n'ai pas envie de mourir dans un hôpital. Comprenez? Alors, j'en appelle aux citoyens français que peut-être il y aura peut-être un référendum ou quelque chose sur la fin de vie, parce que sinon, je suis obligée d'aller en Suisse. Et dans mon état, encore aller en Suisse, c'est aussi un peu fatigant, quoi. Je préférais mourir ici, dans le Midi, chez moi. Et donc, la croyance et la spiritualité par rapport à une fin de vie, c'est personnel. Alors, je trouve ça un peu dur que les gens votent pour des autres alors qu'ils ne sont pas concernés par le problème. Comprenez bien. Et je suis contente de vous rencontrer, M. Gavras, parce que vous avez aussi bercé un peu notre jeunesse, hein, avec vos films, hein, État de siège, Z. On va en parler après. Voilà. Merci, madame.
Vous voulez une réaction? Je crois, j'entendais le professeur, le vrai, du coup, qui a écrit ce livre, donner des chiffres édifiants sur le nombre de lits en soins palliatifs en France. C'est vrai que moi, j'ai découvert ce système formidable qui sont les soins palliatifs. Et en cherchant, je me suis aperçu qu'il y a en France 2500, 3000 lits, disons. Or, il y a un besoin pour 200 000 lits. Voilà. Donc, il faut que... C'est un système parfait parce que le patient est en permanence surveillé. Et quand il a besoin de quelque chose, il sonne et tout de suite, une infirmière arrive, lui donne ce dont il a besoin, elle parle avec lui, et donc il n'est pas seul. Et l'essentiel, c'est de ne pas les laisser seuls. Et être là, en permanence, sentir qu'il est quelqu'un qui s'occupe de lui. Voilà. Et malheureusement, il faut que l'État là, fasse vraiment un vrai effort pour avoir plus de centres de soins palliatifs. C'est vrai qu'il y a aussi des soins en domicile qui sont assez bien faits, mais pas suffisamment parce que le patient à domicile, à moins qu'il ait une grande famille qui est très disponible, il est seul. Il ne peut pas être surveillé tout le temps, ce qui n'est pas le cas aux soins palliatifs. Aussi le problème général de l'hôpital, plus le problème des soins palliatifs. C'est-à-dire que c'est un énorme problème et c'est en ça que le film est politique aussi. Il y a une question ici, là-haut. Merci madame, merci monsieur. Merci, monsieur. C'est un sujet grave qui nous touche tous, qui a pu nous toucher ou qui nous touchera. Il y a de très beaux dialogues, de très beaux textes, et j'ai retenu « Accoucher la mort ». Et je trouve que c'est un texte qui est fait par le médecin et qui dit « Mon rôle ou mon métier, c'est accoucher la mort ». C'est une phrase que le docteur répète parfois aux parents. C'est l'auteur Grange qui m'a dit ça. Il a des phrases comme cela pour essayer de faire comprendre aux parents, aux proches. Il ne peut pas leur dire la vérité parce que, comme vous avez vu dans le film, la vérité appartient seulement au patient, mais pas à n'importe qui, même si c'est la mère ou le père. Donc, il trouve des façons détournées comme cela pour le préparer. Parce qu'il est évident, vous le savez, nous le savons tous, on n'accepte pas. On pense toujours qu'il y a une solution. Or, le docteur sait très bien qu'il n'y a pas de solution. Voilà. Et alors, il utilise cette espèce de métaphore, si je puis dire, pour le faire comprendre que, voilà, il faut patienter, il faut l'accepter. Il utilise d'ailleurs un autre mot qui m'a, en lisant le livre, et quand on commençait à écrire la scène, j'ai dit on ne peut pas faire ça, on ne peut pas dire ça. Quand il dit à un moment donné à la femme du patient, il dit mais libérez-le, laissez-le partir. Et je lui dis mais comment vous dites ça? Il me dit je le dis tout le temps, parce que le mort, enfin, face à la famille, il fait un effort pour leur plaire, pour être vraiment à la hauteur de ce qu'ils veulent. Et il me dit ça le met dans une situation de tension extrême. Donc la seule façon de le libérer, c'est de dire ça à la famille. Il y a quelque chose qui nous frappe justement par rapport à ça, Costa, c'est avec un sujet comme celui-ci, aussi grave, le film n'a rien de lugubre. On a l'impression qu'au contraire, il y a quelque chose en permanence de solaire dans le film, presque de malicieux, et c'est une dimension qu'amène notamment Denis Podalides. Il y a les deux, l'émotion ouais. et par moments le sourire, oui. Oui, et on a cette sensation que finalement, puisqu'on parle d'un sujet ultime, peut-être qu'on peut en parler aussi de manière simple et détendue, et dans ce moment qui est le croisement entre peut-être le moment précis où vont se croiser les idées et la science, donc la philosophie et la médecine, et que peut-être tout ça peut être abordé de façon heureuse, malgré tout. Mais c'est un sujet qui m'intéresse personnellement, profondément, vu mon âge. Oui. Voyez. Donc j'ai voulu le traiter d'une manière parfois vraie et d'une manière, mon désir, c'est ça. Et je pense très souvent qu'il faut se préparer. Il faut se dire qu'on arrivera un jour et il faut en finir dans la dignité et pas dans une situation épouvantable. J'en ai vécu une situation terrible chez un proche
qui, quand je suis arrivé à les voir aux soins palliatifs, il m'a pris la main, il m'a dit « ne me laisse pas partir, ne me laisse pas partir ». Et il disait ça chaque fois qu'il voyait une infirmière ou un docteur. Donc c'est une situation impossible pour tout le monde. Donc je pense qu'il faut se préparer. C'est pas facile à dire, c'est facile à dire, mais c'est très difficile à faire, naturellement. Il y avait une dernière question là-haut, s'il vous plaît. Oui, ça marche. Oui, moi je voulais témoigner déjà pour vous remercier. Vous remercier parce que j'ai passé un moment exceptionnel d'émotion. Vous avez abordé un thème qui n'est jamais abordé. Que ce soit à l'école, que ce soit dans la vie. Vous l'avez abordé avec beaucoup de sensibilité, avec des points de vue différents, à la fois par les personnages, mais également par l'angle de votre caméra. Moi, j'ai revécu, à titre personnel, plusieurs Madeleines de Proust, d'accompagnement de proches à la mort. Et je trouve que votre film est pertinent, peut-être pour tout ce que vous avez dit. Les acteurs sont de vrais professionnels et les acteurs ont eu envie de faire ce film, et tous les acteurs, c'est-à-dire les acteurs qu'on voit, mais également l'intégralité de vos équipes. Donc moi j'ai utilisé un moment dans le film, en le visionnant, la Madeleine de Proust. Et à la fin, je me suis dit, tiens, ce ne sera plus la Madeleine de Proust, ce sera les 2 petits escargots de Costa Gavras. Merci. Et un peu de Prévert aussi. Merci. Non, moi j'ai découvert, déjà quand j'étais assistant de metteur en scène, que certains acteurs, quand le metteur en scène essayait de le déplacer par rapport à ce qu'ils avaient l'habitude de faire, eh ben, ils devenaient meilleurs s'ils acceptaient le challenge. Et il devenait meilleur. Alors la première fois que je l'ai fait vraiment d'une manière très brutale, c'est dans un film qui s'appelle Missing, avec Jack Lemmon. Je dis à la compagnie américaine, dans une discussion qu'on avait tous ensemble, en Universal, il y avait le patron, il y avait tout le monde, et quand ils m'ont dit qui va faire le premier rôle, j'ai dit Jack Lemmon. Il y a eu un silence terrible. Il y a un des assistants du plafond, il m'a dit, mais Costa, vous faisons un film comique? J'ai dit non, c'est un dramatique. Il a fait 2 ou 3 films, par exemple L'appartement, si vous l'avez vu. C'est un film comique, mais lui, il joue un drame. Et après beaucoup de discussions et presque des petites batailles, on a fini par le prendre, et il était formidable. Il a eu des prix un peu partout, notamment à Cannes, etc. Je l'ai utilisé la même chose une deuxième fois avec José Garcia, et il était aussi formidable parce qu'il a changé. Et quand je cherchais le docteur, il y avait des acteurs qui me paraissaient automatiquement être le personnage. Un d'entre eux qui avait lu le livre, je n'ai pas son nom, depuis il ne me parle plus parce que je ne l'ai pas engagé, parce qu'il aimait beaucoup, et il m'a fait savoir qu'il aimait beaucoup le scénario. Mais je voulais quelque chose de spécial. Et Cad, c'était le personnage qui me plaisait beaucoup, à condition qu'il ne fasse pas ce qu'il fait d'habitude. C'est-à-dire, pendant les prises de vue, il improvise. Il fait des choses drôles, il fait des chants, enfin, il fait toutes sortes de choses. Je l'ai rencontré, je lui ai dit, est-ce que vous accepteriez de ne pas rien faire après en dehors du scénario, en dehors du dialogue? Il m'a dit, mais pourquoi? Vous n'aimez pas ce que j'ai fait? J'ai dit, si, j'aime bien, mais pas pour ce film, si vous voulez le faire. Et finit par l'accepter. Il avait une difficulté au début de trouver la discipline du rôle, mais finalement, il a accepté. Je crois qu'il était content jusqu'à la fin parce qu'il s'est découvert différent par rapport à ce qu'il avait la facilité et l'habitude de faire. Je crois qu'il y a une dernière question. Une autre question, madame? Oui, s'il vous plaît, merci. Donc, merci, monsieur Costa Gavras, d'avoir fait ce film sur un sujet qui nous touche tous, bien entendu, soit par la vieillesse, soit par la maladie. Nous allons tous partir, effectivement. Et la vie, c'est aussi apprivoiser ce moment qu'on appelle la mort. Ça fait partie de la résilience que chacun doit intégrer à un moment donné, parce que de toute façon, on n'a pas le choix. Mais il est vrai que notre législateur est vraiment en retard sur la façon d'accompagner les personnes en fin de vie. Lorsqu'on vous annonce qu'il vous reste 6 mois à vivre, ça fait un choc, je peux vous l'assurer. Bien sûr. Et on réfléchit. Bien sûr. Comment on fait pour la famille, etc., etc. Et on sait une chose, pour avoir accompagné beaucoup de gens en soins palliatifs, la souffrance qui est la leur, de voir leurs proches souffrir, parce qu'eux-mêmes souffrent. Et ça rajoute à leur propre souffrance. Et c'est une souffrance mutuelle qui est... Bien sûr. Voilà. Donc il est temps que notre législateur, ici en France,
se mettent enfin au diapason avec ce qui est vraiment la vie. Et donc de mettre les lois en place pour que les unes et les autres, tous, nous puissions partir en paix, puisque de toute façon, nous partons tous un jour. Merci pour votre film. Merci à vous, madame. C'est très exact. C'est très exact. C'est très exact. Et en faisant cette étude pendant plusieurs mois, j'ai découvert plein de choses que je ne connaissais pas du tout. Et j'ai découvert, par exemple, que si quelqu'un d'entre nous trouve à un moment donné dans sa vie qu'il ne veut plus vivre, parce que pour des raisons très personnelles, il ne veut plus vivre parce que il n'a plus envie d'écouter la télévision, il n'a plus envie de lire, etc. Rien. Et il a envie de mourir. Eh bien, il n'y a pas de quoi en France. Il y en a en Suisse. Mais en Suisse, il faut y aller tout seul. Il y en a en Belgique. Mais il faut y aller tout seul. Et puis, il y en a aussi aux Pays-Bas. Il y a aussi même en Amérique, qui est un pays très, très conservateur. Donc, il faudrait affronter ces problèmes aussi. Alors, quand on dit qu'on va faire une loi, ça sera probablement une amélioration, un changement de la loi qu'on appelle Leonti, qui est là depuis plusieurs années, qui est une loi importante, avec qui a joué son rôle depuis maintenant 25 ans. Mais pour le reste, on n'y pense pas. Or, le comité qui a réuni le président il y a 3 ou 4 ans, il a fait un rapport formidable où il affronte tous ces problèmes, enfin la plupart de ces problèmes, et il donne presque des possibilités de solutions. C'est fait par des Français qui ne sont pas docteurs, qui sont tout ce qu'on veut, des Français communs comme nous tous. Eh bien, actuellement, on refuse complètement cela. On ne pense qu'à la fois Leonetti. On va voir qu'est-ce qu'ils vont faire, parce que bon, ils vont commencer, dès qu'il y aura un gouvernement définitif, nous allons voir qu'ils vont commencer, ils l'ont annoncé. Mais je pense qu'il faut affronter les problèmes par rapport, ou plutôt l'affronter par des différents angles. Ça me paraît essentiel, parce que c'est essentiel pour nous tous, surtout pour pouvoir finir dans la dignité et aussi dans une certaine paix. Ça ne sera jamais la paix, n'est-ce pas, définitive, parce que quelqu'un qui part laisse, si je peux me permettre, un trou. C'est un vide terrible, et émotionnellement, on ne peut pas l'accepter. Mais il faut quand même, si ça se fait dans une situation tranquille, de paix, eh ben c'est bien pour tout le monde. La loi Leonetti, si elle est suivie par les médecins, est déjà une avancée quand même. Voilà. Oui. Merci beaucoup pour ce film. Et évidemment, on aura l'occasion d'en reparler dans Des Ponts, et on va revenir sur votre carrière, puisqu'il y a beaucoup de choses à dire et qu'on a un temps court, parce qu'on a démarré un petit peu en retard, mais c'est un moment exceptionnel que l'on partage, donc on va essayer d'évoquer quelques grands moments. Et pour démarrer, en petite transition, on va revenir en 1965, lors de votre premier film, par cette séquence, et on en parle après. Il reste rôle factif et tout. J'ai très bien comme là. Qu'est-ce que vous? Si vous voulez, vous n'êtes pas que moi les gars de droite. C'est pour les gens, ils vont rester les parents tout. Tu n'as pas pris le chocolat? En fait, c'est mieux pas une cause à aller. Comment ça? C'est la danse? Non? C'est bon? Ah bon? Quelle est ma copie? Il y avait une femme morte dans le compartiment. Et je lui suis éloigné avec tout en courant. Et vous dites ça comme ça? Et maintenant? Comme ça après? On aura deux raisons pour aller à la police. Je vous ferai la police. Ils avaient tiré mon père et il vient de me chercher. J'en ai des ennuis pour m'avoir dérangé. Oh, tout ça! Qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce que j'en fais? Et une adresse? On part pas nous-mêmes demain? Non, je vais pas contact avec la police. Ils sont morts devant pas. Qui était? Eh ben, qu'est-ce que ça te dirait tout ça? Vous m'aviez dit qu'à l'époque vous faites entier n'importe qui. Vous serez des vêtements dans le jour-là, je m'en entends pas un Couchez là. Si on lit ça, c'est l'amour.
Alors, on est en 1965. C'est votre premier film comme réalisateur officiel. Alors, on ne va pas parler précisément là, de toute la scène, de toute l'intrigue, mais au tout début de la scène, on a vu cette valise qui s'ouvre et qui s'ouvre sur un livre qui s'appelle Le Capital de Karl Marx. 50 ans après, vous avez fait un film qui s'appelle Le Capital. Et finalement, la question qu'on se posait comme ça avec Étienne, c'est est-ce que tout ne part pas du capital, en fait, de cette question du capital? Est-ce que, d'une certaine manière, c'est un thème qui a nourri un petit peu votre travail sur toute cette durée et qui a été, non pas une obsession, mais une permanence thématique sur ce que le capital produit, justement, dans la relation entre les gens, comment le capital peut-être produit des dictatures, produit des questions de domination, etc. D'abord, c'est un film qui a été fait d'une manière tout à fait particulière. Je ne vais pas raconter toute son histoire, parce que ça va être un peu long. Mais pourquoi le capital? Parce que la jeunesse, à l'époque, il y avait une espèce de fureur autour du capital. On voulait changer la société complètement. Dans les universités, au cinéma, la nouvelle vague venait d'être née. Ailleurs, il y a des mouvements un peu partout. Donc, ces jeunes hommes qui quittent sa famille pour venir monter à Paris, comme il disait, et faire des études, le capital l'intéressait. Qu'est-ce qu'il fait, elle? Elle s'en fiche complètement. C'est d'une autre famille, une autre pensée. Elle met une petite poupée sur le capital pour montrer que ça ne l'intéresse pas tellement. Voilà. Alors, le capital, personnellement, si vous voulez, plus que le pouvoir de l'argent qui m'a intéressé. Les pouvoirs du pouvoir et les pouvoirs de l'argent qui est toujours aussi. Le pouvoir de l'argent aujourd'hui a beaucoup évolué. On a des milliardaires. On a des milliardaires partout qui dirigent l'Amérique. On en a quelques-uns en France aussi. Je vous donne un exemple pour la France. C'est quoi le milliardaire français? Certains vont acheter des journaux, les moyens de communication, que ce soit la télévision. Et l'autre jour, il y a un de nos milliardaires qui a acheté une école de journalistes pour préparer les journalistes à parler d'eux. Voilà, ça me paraissait énorme. Je ne vais pas parler d'Amérique, où ils sont tous des milliardaires désormais, on va voir ce qu'ils vont faire. Et ça va être gai. Voilà, c'est ça qui m'intéresse en général dans la vie. Et quand on parle de pouvoir, nous penserons tous qu'il s'agit du pouvoir politique seulement. Non, le pouvoir, chacun d'entre nous, il a du pouvoir sur quelqu'un à côté de lui, à côté d'elle. Alors, l'utilisation de ce pouvoir que nous avons tous peut rendre la vie de l'autre ou des autres malheureuse, épouvantable, ou la rendre heureuse. Voilà, c'est ça, à mon avis, la politique dans la vie. Ça n'est pas simplement les scandales des hommes politiques ou les assassinats ou les dictatures, mais c'est notre responsabilité politique dans notre société. Enfin, c'est mon point de vue, hein. Peut-être tout le monde peut ne pas être d'accord, mais j'ai toujours pensé comme cela. Mais vous êtes né, Costa, au moment où Hitler arrive au pouvoir en Allemagne. Et vous avez vécu en Grèce toute cette période, d'une part, de l'occupation, et ensuite, au moment où les grands de ce monde se sont partagés le monde, vous êtes retrouvé dans un pays qui était libéré, mais qui s'est retrouvé sous domination, en particulier des Britanniques. Et c'est à ce moment-là, je crois, que votre père, qui était communiste, a été emprisonné. Oui. Est-ce que cet élément-là, quand on est un jeune garçon, qu'on voit son père emprisonné pour ses idées, et après, je crois que ça va vous poser problème même pour accéder à l'enseignement, est-ce que, quelque part, votre engagement futur ne commence pas par cette prise de conscience-là, au moment où votre père va se retrouver en prison? Sans doute. Elle est partie de là. Il s'est libéré complètement et il m'a mis à penser d'une manière différente, arrivé en France et faisant des études en France. Alors, pour revenir au départ de cette histoire, c'est que mon père, pendant l'occupation, il était résistant avec un mouvement très large qu'on appelait le EAM et qui avait réuni autour du Parti communiste qui savait diriger à l'époque beaucoup de sensibilités. De l'autre côté, il y avait les royalistes. Mais le problème de la Grèce, c'est quoi? C'est que dans le partage de l'Europe, par Staline et Roosevelt, la Grèce était le centre de la Méditerranée. Et celui qui tenait la Grèce avait l'Orient, le Moyen-Orient et l'Extrême-Orient. Or, les Anglais, d'abord, et ensuite les Américains, ont
dans la négociation qu'ils avaient avec Staline, ils ont dit la Grèce est à nous, vous prenez le reste. Enfin, je ne vais pas entrer dans cette négociation. La Grèce est devenue anglo-américaine. Les Anglais d'abord et puis les Américains aussitôt après. Et alors, mon père, il était anti-royaliste parce qu'il avait fait une guerre avec les Turcs. Il avait inutile que les rois avaient créé pour reconstituer l'Empire byzantin. Un roi qui s'appelait Constantin Appius, et à la fin de l'Empire byzantin, c'est un Constantin qui a perdu. Donc c'était une sorte de continuité qu'il voulait faire. Et il est devenu anti-royaliste, et voilà. Et il a fait la guerre et tout ce commerce en mort. Et après, il était considéré comme communiste. Et les communistes, évidemment, à la libération, étaient considérés comme ennemis, un tout petit peu pardon, ils voulaient aller au pouvoir. Et les enfants des personnes qui étaient considérées communistes avaient un dossier à la police et ils ne pouvaient pas faire des études. C'était impossible d'aller à l'université. Même si le grand-père était communiste, il ne pouvait pas aller à l'université. Alors, mon père a été en prison d'abord, et puis aux îles après, en exil. Et moi, je voulais faire des études. Parce que j'avais une mère qui était complètement, je dirais presque illettrée, qui disait, il faut que mes enfants apprennent à faire des études. Voilà. On était 3 frères, finalement, on a fait tous des études. Voilà, c'est cet exemple-là qui m'a suivi. Et l'exemple de mon père, d'une certaine manière, qui a souffert, et beaucoup, et qui a vécu des moments très difficiles, et que nous avons vécu à la famille aussi, parce que quand il est parti, moi j'étais le premier, je suis devenu un tout petit peu l'homme de la famille. Oui. Voilà. Et il a fallu faire des choses qu'un jeune garçon de 12, 13, 14 ans ne fait pas. Mais pour faire des études, je crois que votre mère a dû organiser un petit peu les choses pour que vous puissiez venir étudier en France, parce qu'il vous était impossible d'étudier en Grèce à cause du statut de votre père. Ce que Costa a oublié de dire, c'est qu'il fallait un certificat de bon citoyen. Ouais. C'est ça. Voilà. C'est ça. Si vous n'aviez pas le certificat de bon citoyen tamponné, vous ne pouviez pas faire des études supérieures. Ses frères qui étaient plus jeunes, quelques années plus tard, ceux-ci avaient disparu, donc ils ont pu faire des études supérieures. Et on n'était pas un bon citoyen quand son père était communiste, voilà. C'est ça. Et le seul endroit où on savait que le pays de l'Europe, beaucoup de jeunes de ma génération partaient en Australie, parce que le gouvernement leur donnait même le billet pour partir en Australie, parce qu'il y avait un grand chômage, et le gouvernement ne savait pas quoi faire des jeunes. D'autres partaient en Allemagne pour travailler, ils avaient besoin de travailler. Moi, je voulais apprendre des lettres. J'ai travaillé pendant 1 an, j'ai fait un petit magot, et je me suis dit, je vais aller en France, où je savais que les études étaient gratuites. Alors, je suis passé pour entrer dans les détails. Au bout d'1 an de travail, prêt à partir en France, le drachme à l'époque, il est dévalué de 50%. Et je me retrouve avec la moitié d'argent. Il a fallu travailler encore un peu pour les avoir. Je suis venu en France, et c'est la grande surprise. Et je m'arrêterai là, je vais à la Sorbonne, je vais envoyer à travers le consulat un dossier. J'arrive à la Sorbonne, on me reçoit très bien. Et la dame qui m'a donné mes papiers, mes cartes, me dit « Messieurs ». Et pour la première fois, on m'a appelé Messieurs. Voilà. Donc c'était ça. Et après, les études étaient très faciles, les gens étaient très gentils, les restaurants étaient très bon marché. Enfin, tout c'est là qui est en France pour les études. Et c'était vraiment pour un jeune grec à l'époque paradisiaque. Alors, vous n'avez pas dit quand même cette anecdote que pas grand monde connaît, que vous êtes arrivé et que vous avez découvert la France par les ballets grecs. Non, parce qu'après avoir perdu la moitié de mon capital, si on peut dire, il a fallu trouver un travail qui rapporte plus et qui fait des voyages aussi. Et il y avait un groupe qui prenait des jeunes grecs qui étaient un peu athlétiques et qui présentaient bien aussi. Et on présentait des danses grecques. Et les premiers voyages... En fait, Costa n'ose pas le dire, mais il est venu comme danseur étoile des ballets folkloriques grecs au théâtre des Champs-Élysées. Voilà. Alors c'est vrai qu'on fait quelques ellipses dans cette présentation, mais vous êtes donc étudiant, puis vous arrivez à devenir assistant, stagiaire, puis assistant pendant quelques années. Et c'est vrai que là, on est pleinement frappé, puisque je crois que c'est à 32 ans que l'extrait de Compartiment tueur que l'on vient de voir, vous avez 32 ans quand vous réalisez votre premier film. 65. 32 ans, c'est cela, et avec un casting absolument phénoménal, puisque Simone Signoret, Catherine Allegressa, Yves Montand, Jacques Perrin, etc., arrivent là.
Et on voulait vous demander comment, finalement, dès votre premier film, vous réunissez des très grands tout de suite, en tant que, pour un premier film, en tant que réalisateur de 32 ans. C'est une histoire très régulière, singulière. C'est une histoire parce que j'étais assistant de René Clément, et René Clément m'a dit j'ai fait un film dans 2-3 mois, je voulais que vous soyez encore mon assistant. J'ai dit bon, moi je vais attendre. Et en attendant, je lisais des choses, je suis tombé sur un livre qui s'appelait Compartiment tueur, un polar. Je ne lisais pas beaucoup de polars, et puis en le feuilletant, j'ai dit tiens, c'est intéressant, je vais essayer de l'adapter, de faire un exercice d'adaptation en scénario, parce que ce qu'on ne faisait pas à l'école du cinéma à l'époque. On en parlait, mais on ne le faisait pas. Il n'y avait pas de spécialistes. Et je l'ai adapté. J'ai écrit à la main, je l'ai donné à une secrétaire au studio, que je connaissais, de le faire taper à la machine. Elle a tapé à la machine, elle a corrigé les fautes qu'il devait y en avoir, et puis elle a donné au directeur du studio parce qu'elle avait aimé le scénario, enfin l'écriture. Et le directeur du studio, Julien Desroses, m'appelle, m'envoie un télégramme, un pneu à l'époque, parce qu'à Paris on avait des télégrammes de pneumatiques, comme on les appelait, et il me dit je vais vous voir pour parler de votre scénario. Je les vois, je dis Julien, je le connaissais, c'est pas mon scénario, moi j'ai fait ça comme un exercice, il n'y a pas les droits, je ne connais même pas l'auteur. Il me dit vous êtes fou, on ne fait jamais ça, mais bon. Il me dit je m'en occupe. Il appelle Gallimard, il trouve il dit je bloque les droits s'ils sont libres. Il les a bloqués. Et il me dit alors, qu'est-ce qu'on fait pour les acteurs? J'avais rien pensé pour les acteurs. Alors pour ne pas passer pour un idiot, je commençais à dire voilà, peut-être pour le plus jeune, Perrin, c'était quelqu'un qui commençait, qui me plaisait beaucoup comme acteur. Je dis Perrin peut faire ça. Le jeune homme. Ah, il me dit ça très bien. Et puis je donnais 2 autres noms, mais il dit mais la jeune fille, parce qu'il faut une jeune fille jolie, etc. Et je connaissais bien la famille Montand-Signoret parce que j'avais fait déjà un film avec Simone Signoret comme assistant, ça s'appelait Le jour à l'heure, et il m'était occupé personnellement de problèmes de Simone Signoret pendant le tournage. Et je l'avais vu souvent. Et s'était intéressé parce que il m'a dit ah vous êtes grec, etc. Il s'était intéressé beaucoup de la guerre civile grecque où il y a eu beaucoup de morts. Il m'a dit comment c'est passé là. Et il connaissait théoriquement les problèmes de la guerre civile grecque, mais il voulait savoir comment ça se passait dans les familles. Et quand je lui ai dit que mon père a eu des problèmes, tout d'un coup, on est devenu presque proches, il fallait que je lui racontais toute l'histoire de ma vie. Bon. Et puis, j'avais rencontré Montand comme ça, fugitivement, il m'a dit qu'est-ce que vous faites, etc. Bon. Et puis, sa fille. Alors, j'ai dit Julien Desroses, quand il me disait une fille, je savais que Catherine avait envie d'être actrice, mais elle ne parlait pas beaucoup. On le savait autour d'elle, mais pas à ses parents, parce que Simone voulait absolument qu'elle ait son baccalauréat d'abord. Et alors, je lui ai dit, voilà, Catherine peut faire ça. Ah, elle m'a dit, très bonne idée, je vais appeler à Simone. Je lui ai dit, non, parlez pas à Simone, je la connais bien, je vais lui parler moi. Je ne voulais surtout pas présenter, parce qu'il n'y avait pas de rôle pour Simone Signoret. Oui, pour sa fille aussi, peut-être. Je savais que ça allait déranger de lui proposer un scénario pour sa fille. Je lui ai dit, je vais en parler à Simone. Je vais en parler à Simone, je dis voilà, il y a cette histoire-là, j'explique ce que je viens de vous expliquer. Ah, il m'a dit tiens, c'est intéressant, tu as un bon scénario. Il m'a dit mais Catherine, il faut qu'elle ait son bac d'abord. Et il me dit voilà, moi je peux te faire la vieille actrice. Il y a une actrice âgée dans le film. Je suis tombé des nues. Avec Signoret, les films se faisaient à l'époque, il n'y avait aucun problème. Et j'ai dit écoutez, si vous voulez, etc., je vais en parler à Julien. Mon temps passe. Il me dit, bah, dis donc, il paraît que tu as écrit un bon scénario, il n'y a pas un rôle pour moi. Je lui ai dit, Yves, prenez ce que vous voulez. Il y a 3 personnages différents, prenez ce que vous voulez. Voilà, comme ça qui est passé. Voilà. Quand Desroses a appris ça, il était ravi, il m'a dit, alors le film, on le fait. Mais Montand avait des doutes. Il me parle un jour, il m'a dit, je voulais faire un rôle que j'avais proposé à Piccoli, mais on peut changer. Je lui ai dit, non, mais pourquoi vous ne prenez pas le rôle du policier et vous jouez les policiers avec l'accent du Midi. Montand avait l'accent du Midi, mais il le cachait beaucoup. À la campagne, quand on s'est rencontrés quelques fois, ça sortait. Et il m'a dit c'est une bonne idée. Simon lui dit voilà, il a une bonne idée, mais peut-être ça va faire un peu Fernandel et tout ça. Je lui ai dit écoutez, si ça fait trop Fernandel, ça vous déplaît, eh bien après, on va vous doubler entièrement sans l'accent. Eh bien, je vais vous dire que le premier jour où il a joué avec l'accent, il est venu vers moi et il m'a dit c'est formidable l'histoire d'accent, on veut comme ça jusqu'au bout. Voilà. Et il était très content parce que
Un accent pour un acteur, c'est un masque. C'est pas le même personnage, c'est un autre personnage. Voilà. Il a pris cette idée-là et il a poursuivi jusqu'à la fin du film et il est, je crois, excellent dans ce film. Voilà. Alors, c'est une aventure. Alors, d'autres acteurs que je connaissais, je les rencontrais, j'avais fait des films avec beaucoup d'acteurs. Ils me disaient, ça vous paraît que vous faites un film, il n'y a rien pour moi? Parce qu'ils avaient des gens qui avaient signoré et montant. Alors, c'est devenu un film avec des acteurs assez célèbres. Enfin. Oui, et le film obtient un succès conséquent pour un premier film, plus d'1 million d'entrées. Non, mais le problème, c'est qu'avec tous ces acteurs, avec tous les moyens qu'on avait fait le film, j'ai travaillé, je me disais, si le film ne marche pas, je suis foutu pour toujours. Parce que je ne tournerai jamais à l'assistanat. Personne ne veut un assistant qui a fait un film qui n'a pas marché. Surtout que l'assistanat, c'était un travail formidable parce qu'on avait beaucoup de responsabilités et aussi on était très bien payés. On n'était pas très nombreux à Paris. Voilà. Et puis le film a marché. Ah oui, le film a marché, il a marché en Amérique, et tout d'un coup, c'est parti comme ça. 1 million d'entrées pour un premier film, aujourd'hui, c'est extrêmement rare des jeunes réalisateurs qui, pour leur premier film, atteignent ce niveau-là. Donc c'était un vrai succès. Et un succès aux États-Unis aussi. Oui. Et 4 ans plus tard, là, on va rentrer dans un autre niveau de succès avec la sortie de ce qui va être vraiment le grand départ, on va dire, mondial de votre carrière, c'est Z. En 1969, quand Z sort, donc ça va être un énorme succès, d'abord en France, mais pas que... Pas tout de suite, pas tout de suite. Oui, enfin, on peut dire que c'est le premier grand film politique en France. À un moment, on n'utilise pas du tout ce terme. Et est-ce que vous avez eu le sentiment à ce moment-là d'être un peu, d'ouvrir une voie, d'être une forme de précurseur en quelque sorte, parce que il n'y avait pas de film politique à ce moment-là. Le cinéma s'intéressait au divertissement majoritairement. Il pouvait y avoir des films avec des passages qui étaient un petit peu plus politiques, mais il était très rare qu'on fasse un film sur un sujet comme celui-là qui dénonce les méfaits d'une dictature, entre guillemets, sans jamais la nommer précisément. C'est un pays imaginaire, mais on voit bien qu'on fait allusion à la Grèce. Comment vous avez réussi justement à imposer ça? On se demande dans cette France-là, qui est celle encore du général de Gaulle, je pense, en 69. Si je peux dire quelque chose, le film a été conçu avant mai 68, bien avant, parce qu'il a été écrit 1 an et demi avant. Il y a eu des difficultés de financement énormes, et c'est grâce à Jacques Perrin et l'Algérie que le film a pu se faire. Mais entre l'écriture et la sortie du film, il y a eu mai 68. Et finalement, le public était prêt aussi à recevoir un film comme ça. Tout se politisait. Oui, c'est-à-dire que le film est formidable, bien sûr, mais il est sorti à un moment que finalement, presque le public attendait. Et ça a été extraordinaire, extraordinaire. Non, mais pour répondre à votre question, c'est qu'on avait passé avec les acteurs, les Perrin et tout le monde, beaucoup de temps à chercher de l'argent pour faire le film. Personne n'en voulait. Et on ne trouvait pas de lieu non plus pour les tourner. Et tout le monde me disait, mais vous savez, vous avez Montand dans votre film, il est là pour 10 minutes. Ce n'est pas le film de Montand. Vous avez Trintignant, mais il est là à la fin du film, etc. etc. Et c'était le anti-film qu'on m'a présenté. Et quand il est sorti, la première semaine n'a pas marché, très peu comme ça, mais sans monter. Le directeur du cinéma m'a dit un jour, vous savez, il y a une chose curieuse qui se passe. À la fin, il y a 15, 20, 30 personnes, ils applaudissent à la fin. Il m'a dit, c'est bizarre, je n'ai jamais vu ça avant. Bon, c'était un espoir. Mais après, le film a pris, naturellement, c'est devenu une sorte de film, en France, un film culte, tout le monde dit, c'est pas beaucoup le mot culte, mais enfin... Et les gens sont allés massivement les voir. Ça a été joué pendant un moment. Il a fait des 4-5 millions d'entrées. Bon, bref. Et voilà, on ne s'attendait pas. Donc, on a reçu cela avec une sorte de douche, je dirais presque froide, parce qu'on ne savait pas quoi faire. Voilà. C'est ça le problème de succès. Et en même temps, ça ouvrait les chemins pour faire tout ce qu'on voulait faire. Alors, ce qui m'a intéressé de faire aussitôt après, pourquoi? C'était un film sur le communisme, pour des raisons que j'ai dit un peu plus avant, et aussi pour d'autres raisons. Notre génération
a beaucoup cru au communisme. D'abord parce que les Russes ont participé à la prise de la destruction de Hitler et du nazisme, et après, ils promettaient une société paradisiaque, où tout allait se passer très bien, Et puis peu à peu, on s'est aperçu, au long des années, que nous, sans être dans le parti, sans s'être engagés, il y avait cette espèce de crédibilité et d'espoir et de rêve, je dirais presque, pour la société ancienne. Et puis peu à peu, on s'est aperçu que c'était une grande foutaise. Rien ne pouvait marcher, ça se passait tout à fait autrement, et surtout chez eux. Il y a eu beaucoup de films anticommunistes, mais inventés. Et puis un jour, par hasard, jour de Noël, pendant le temps encore au montage du Z, parce que c'est important, vous allez voir pourquoi, j'ai laissé des amis chez Françoise Arnould, qui était une amie, l'actrice, et il y a Claude Lanzmann qui parle d'un livre qui s'appelle L'Aveu, et qui parle d'une manière formidable. Je l'achète le lendemain, et je le lis. Et je suis assez bouleversé, parce que tous les films anticommunistes que j'avais vus, ils ne marchaient pas. Enfin, ils ne marchaient pas pour moi, ils marchaient pour le public, peut-être, moi, j'y croyais pas. Parce que c'était inventé, des histoires inventées. Tandis que le livre de London, c'était sa propre histoire. Et ça m'avait beaucoup intéressé. Alors j'appelais Saint-Proun, Georges Saint-Prin plutôt, qui était un ami. Je lui ai dit, tu connais cette histoire? Il me dit, très bien. Je lui ai dit, mais peut-être, on peut essayer de faire un film. Il m'a dit, mais oui, mais 500 pages, on ne s'en sortira jamais. Parce qu'on ne pourra jamais s'en faire un film de 7 heures. J'ai réfléchi encore, je suis retourné à lui, je lui ai dit qu'on peut peut-être faire un film avec le mécanisme des aveux, pas le reste de l'histoire. Juste le mécanisme de l'aveu. À partir d'un système où un système se sert de c'est un système terrifiant pour faire avouer des gens à des choses qu'ils n'ont pas faites, ça prouve déjà l'éthique du système. L'idée lui a plu, il dit, on va essayer de travailler. J'en parle à mon temps qui était en Amérique, qui tournait un film avec Barbara Aston. Je lui dis, voilà, est-ce que tu accepterais de jouer ces personnages? Je n'imaginais pas aucun autre acteur en France qui pouvait jouer ces personnages. Pourquoi? Parce que mon temps, c'était beaucoup investi, sans être membre du parti, avec le parti pendant des années. Et il me dit, écoute, si toi et Georges, vous faites le scénario, moi je suis avec vous, il n'y a pas de problème. Bon, très bien. Et alors là, on a fait le scénario. Et c'est vrai, après les succès de Z, évidemment, c'était très facile de trouver les moyens pour faire le film. Mais beaucoup de critiques de gauche et de communistes ont dit quoi? Ils ont fait un film parce que le précédent, qui était sur une affaire politique, ils ont trouvé un filon, ils vont gagner beaucoup d'argent. Voilà, c'était ça le mouvement, en grande partie. Même des gens du Parti socialiste s'est méfié de cette histoire parce qu'ils étaient à l'époque où ils étaient en train de parler pour essayer de faire une coalition communiste-Parti socialiste. Donc le film a été accueilli, malgré le succès qu'il a pu avoir, il a été accueilli froidement par une partie de la gauche, ce qu'on appelle la gauche. Voilà. Mais il a été accueilli froidement, mais très excité contre l'humanité, contre enfin, il n'y avait que le Figaro qui défendait le film, mais à l'avant-première du film, où on avait mis tous les critiques, tous les amis, dans une grande... Il y avait encore des grandes salles aux Champs-Élysées, à l'ambassade. Il y en a un qui est sorti, Costa était plus loin. Il y en a un qui est sorti et c'était dehors, sur le trottoir, aux Champs-Élysées, qui est venu vers moi et qui me dit « Ton mari, il est à abattre ». C'était très violent, parce que Costa dit c'était comme ça. Non, c'était très, très violent, la sortie de... Et pour vous dire une petite histoire édifiante sur l'aveu, c'est que Montand, son frère, était au Parti communiste, militant, permanent. Il s'occupait de toute la partie agroalimentaire. Les Montand habitaient ce qu'on appelait la Roulotte, place Dauphine, et il y avait des chambres de bonne. Il y avait 3 chambres de bonne en haut, qu'ils avaient fait un appartement où habitaient donc le frère de Montand, sa femme et son fils. Il y a eu une rupture totale entre Montand et son frère. Ils ne se sont retrouvés que sur l'île de mort de son frère. Pour vous montrer que ça n'a pas été un film, inventé. D'abord, ça venait d'un livre extraordinaire de quelqu'un qui avait écrit, souffert et tout.
Mais surtout, il y a eu des réactions, mais terribles, terribles. Il y a des... Bon, d'abord, il y avait des acteurs qui n'ont pas voulu y participer parce qu'ils estimaient que c'était un film anticommuniste, d'un livre. Et le Parti communiste a dit que d'un livre communiste, on en avait fait un film anticommuniste. Donc, ça a été une période très, très douloureuse, qui est difficile aujourd'hui d'imaginer. Non, c'était violent, hein, c'était très violent, parce qu'on vivait entouré des gens qui étaient contre nous, qui disaient tu as fait mauvaise action, comme ça, et ils s'engageaient de trottoir. Bon, je ne vais pas tout d'un coup devenir héros à cause de cela, mais on était quand même content de l'avoir fait. Parce que si ce n'est que pour cette réaction-là, et moi, et Georges Semprin, qui lui aussi a été membre du Parti communiste espagnol pendant des années, et montrant qu'il s'était d'une certaine façon engagé avec la commune. Donc, ma génération, d'une certaine manière, trouvait et moi surtout, trouver une réponse aux rêves qu'on a pu avoir à un certain moment. On avait quelques questions juste par rapport avant de redonner la parole au public. Et peut-être du coup sur la transition sur l'aveu, Thierry, puisque vous en parliez, vous enchaînez un an après le tournage de l'aveu, et vous avez indiqué dans un documentaire avoir combattu les dictatures de droite. Et évidemment, dans l'aveu, par rapport à la satire communiste, dit c'était une dictature de droite parce que les dictatures sont toujours de droite. Bien sûr, c'était une dictature. Je ne sais pas, c'est dans une société où le Parti communiste est instauré d'une manière cohérente, comme il était prévu par ses créateurs, par ceux qui ont écrit le système communiste, mais c'est devenu très vite une dictature. Une dictature absolument en jouant au meilleur sentiment de beaucoup de gens. Voilà, c'est ça qui était le pire. Parce que pour Hitler, par exemple, les gens qui étaient contre Hitler, il y avait une raison très juste. Ils étaient racistes, ils étaient tout ce qu'on sait qu'ils étaient, et puis on les rejetait. Tandis que les communistes, Staline disait, mais on vous aime tous, il faut que vous soyez avec nous, vous serez très bien, etc., etc. Donc c'était ça la grande escroquerie qu'on a subie. Vous avez tourné beaucoup de films, Costa, qui traitent de la question justement des dictatures, de la domination militaire, hein, puisqu'il y a effectivement il y a Z, il y a l'aveu, il y a état de siège, il y a aussi Missing. Qu'est-ce que vous ressentez? Missing et l'aveu, c'est l'impérialisme américain sur l'Amérique latine. Oui. Alors qu'est-ce que vous ressentez aujourd'hui quand on voit pointer ici ou là, et de plus en plus, des systèmes de plus en plus populistes qui s'installent au pouvoir un peu partout dans le monde, mais cette fois non par la force, mais par les urnes. Qu'est-ce que vous ressentez aujourd'hui en voyant ça? Aujourd'hui, on ne sait pas où on va. Hein. Regardez, c'est les grands foutoirs aujourd'hui. Un peu partout, l'Amérique va être dirigée par des milliardaires dans tous les domaines. Alors on ne sait pas ce que ça va faire donner. J'ai vu aujourd'hui, on m'a montré la photo officielle du président de la République américaine qui va être Trump. Vous ne l'avez pas vu la photo peut-être? Il est comme ça. Disant aux gens qui l'ont voté, eh ben vous voyez, j'ai fait ce que vous voulez. Et ça, c'est vrai que si on veut être un tout petit peu prendre un peu de distance, c'est vrai que le nôtre, il se présente avec un grand sourire en disant voilà, on va tout vous arranger, c'est vrai. Donc lui, il a trouvé autre chose. Mais je pense que le problème que nous avons aujourd'hui, nous avons besoin de hommes politiques solides. Il y en avait De Gaulle, qui est arrivé dans un foutoir terrible, et il a fait des choses formidables. Voilà. Alors c'est facile à dire, mais c'est pas facile à voir. Voilà. Macron n'est pas De Gaulle. Tous les experts sont formels sur cette question. Chacun a sa position personnelle, n'est-ce pas? Même dans la famille. Hein. Une transition par rapport à un film que vous tournez beaucoup plus tard, Amen. Vous avez montré, Costa, les collusions qu'il peut y avoir entre les différents pouvoirs. Là, c'est la collusion entre le pouvoir politique et le pouvoir religieux. Est-ce que finalement, aujourd'hui,
on ne pourrait pas refaire aussi un film sur ce sujet-là, sur la collision entre ce pouvoir politique et ce pouvoir religieux, au moment où le politique se sert de plus en plus du religieux. On l'a vu au Brésil, par exemple, à l'époque Bolsonaro, mais on pourrait parler de Trump aussi, on pourrait parler de Erdogan. Est-ce que depuis Amen, finalement, l'amplitude de ces collusions religieuses et politiques n'a pas pris une dimension encore plus importante? C'est pas ça qui m'avait intéressé à l'époque. C'est vrai qu'elle avait le pouvoir derrière tout ça. Ce qui m'avait intéressé, c'est qu'en 1972, je crois, on a joué à Paris une pièce qui s'appelait Le Vicaire, d'un Allemand qui avait vécu dans le Vatican et qui racontait un certain nombre d'épisodes. Mais ce qui n'était déplaisant dans la pièce, c'était que le vicaire, le jeune curé, joué pas au théâtre, mais aussi au film, pardon, le vicaire du pape, c'est ça, oui. Et il ne pouvait pas parler avec le pape comme ça. Mais ce qui m'avait intéressé surtout, c'est que à l'époque, on savait, enfin en tout cas, on savait dans les autres les plus élevés, notamment dans le Vatican, ce qui passait en Allemagne, et que des milliers et des milliers de Juifs étaient disparus de leur pays, et qu'on n'en parlait plus d'eux. Et qu'on a appris après qu'au Vatican, on connaissait tout. On connaissait exactement ce qui arrivait. Le pape était prévenu. Et je me suis dit, comment c'est possible? Je ne pense pas que ça allait changer la situation, mais l'autre chose qui nous avait touché beaucoup à ma génération, c'est d'apprendre à l'Allemagne de la guerre que des millions de Juifs ont été gazés et exécutés comme ça parce qu'ils étaient simplement Juifs. Voilà. Donc c'était aussi une préoccupation. Je me posais pourquoi le pape n'a pas parlé. Voilà. Alors j'ai parlé avec mon ami Jean-Claude Grimbert, qui est juif et qui connaissait assez bien les problèmes. Je lui ai dit, est-ce que tu veux faire un scénario ensemble avec moi pour parler de ça? Mais on va changer beaucoup la pièce. Il m'a dit, je ne vais pas être difficile, etc. Bon, on a essayé. On a travaillé pendant 1 an et demi parce qu'il a fallu mettre dans la bouche de chaque acteur, de chaque personne, les choses qui ont été dites. Parce que la plupart de ces personnes-là ont écrit des livres, bien après, et ils ont raconté chacun leur histoire. Et on a travaillé, on a pris vraiment les paroles jusqu'à la fin. Et on a fait ce film. En se posant, pas en accusant le pape, en posant la question pourquoi le pape, qui connaissait tout, n'a pas parlé. Voilà, c'était la question. Au début, évidemment, le problème qu'on a eu, c'est que les gens disaient non, le pape a parlé, etc. Bon, mais ça n'a pas été accepté. Mais des années plus tard, on a été justifié parce qu'on a appris vraiment que le pape n'avait pas parlé. Voilà. Sans savoir finalement le pourquoi, le comment. Et c'est là l'utilisation du pouvoir. Je ne pense pas que si le pape avait condamné, à l'époque, on aurait changé quoi que ce soit. Mais le fait qu'un chef, avec ses pouvoirs extraordinaires, aujourd'hui le pape, on rigole avec lui, on fait des blagues à la télévision, partout. À l'époque, j'ai trouvé une histoire où une jeune femme a osé faire une blague sur un plateau, sur un théâtre à Rome, et elle a été accusée, elle a fait de la prison. Donc on ne pouvait pas toucher, c'était l'absolu. Et c'était étonnant qu'il n'ait pas pu dire, bon, arrêtez ça. Voilà. Et ça revient alors de nouveau au pouvoir, et nous avons le pouvoir qu'on a chacun de nous, pour quand on connaît une horrible justice, quelque chose de terrible, on la ferme. Passez-moi le terme. Et voilà. Je l'ai fait moi aussi parfois, parce qu'il y a des conditions qui ne le permettent pas. C'est ça, l'utilisation qu'on a du pouvoir. C'est la raison pour laquelle je fais On a commencé tout à l'heure en évoquant le capital. On va boucler un peu la boucle, justement, et on va revenir au capital, mais le film, cette fois-ci, dont on va voir un extrait tout de suite. Vous proposez un salaire annuel fixe de 1 100 000. Le président Normand est à 2,4 millions. Vous cherchez un président rageux? Mon petit Marc, c'est exactement ce que nous cherchons pour l'instant. Maître. Le comité a également envisagé une rémunération un peu variable. Si la performance de Félix est en tête des valeurs sur l'Eurostat 50, vous toucherez plus de 2 millions. Si par contre la banque est deuxième, 1 million. Si elle est troisième, 500 000, rien si elle est quatrième. En général, elle est quatrième. En général, la bourse se situe autour du million. Vous avez proclamé l'innovation en bas. Innovons.
innover. Costa, c'est ma dernière question avant que le public puisse échanger quelques minutes avec vous. Vous consacrez notamment la décennie entre 2010 et vous faites 2 films qui questionnent énormément l'économie, libéralisme et capitalisme. On parle évidemment du capital et du monde des grandes sociétés dans Le Capital. Et puis quelques années après, Adults in the Room, pour lesquels vous évoquez l'Europe, l'économie mondiale, le Fonds monétaire international. Mais si je peux dire quelque chose, vous auriez dû montrer la scène de fin du film où Gad dit « Prenons aux pauvres pour donner aux riches ». Oui, Hein, mais qui on est une scène aurait très vendu la forte, mèche à ceux qui qui ne est l'ont une pas scène encore très vue. forte, hein, et qui est la réalité. C'est ça. Non, c'était une longue période qu'a vécu ma génération, et probablement la génération de certains d'entre vous. Après la guerre, c'est la montée des banques qui ont pris le pouvoir peu à peu entièrement. Voilà. Surtout dans le pays démocratique comme nous, qui était aussi une urbanité, puisqu'il fallait changer l'économie complètement, renouveler après les guerres, etc. Voilà. Et ça prenait de dimensions absolument extraordinaires. On en dépendait. D'ailleurs, l'évolution n'a pas changé, puisque on est passé aux milliardaires, parce qu'ils ont fait à travers les banques, à travers les affaires, des milliards, et maintenant ils vont, pendant quelques temps, j'espère court, vous diriger le monde. Voilà, c'est ça. Alors il faut. Et voilà, c'est cela un sentiment personnel, peut-être. Peut-être que tout le monde ne pense pas Est-ce comme que moi. justement la crise économique de 2008, les événements qui sont arrivés, et puis on a l'impression vraiment de cet éloignement des classes, a été pour vous l'intention de le faire à ce moment-là, des films très importants sur l'économie qui sont au cœur de l'actualité. Et ça nous amène directement au film d'après, un film d'après qui s'appelle Adults in the Room. Ça veut dire que Adults in the Room n'a pas été prononcé par la présidente de la Banque européenne, la Banque mondiale, à un moment donné de crise, parce qu'il y avait toutes sortes de choses, et ils les arrêtaient tous, et ils disaient non, il faut qu'on soit adulte dans cette chambre-là pour parler correctement. Qu'est-ce qui s'est passé? L'évolution des banques, l'Europe est créée. Et qu'est-ce que notre génération croyait quoi? Que l'Europe va être une sorte formidable, parce qu'après la guerre froide et les séparations et tous ces drames-là qu'on a vécus, ça va être une situation meilleure. Voilà. Et on pensait que l'Europe, ça va être un endroit de culture, un endroit d'éducation, un endroit de paix, etc. Et que l'économie aussi jouait un rôle important. Eh bien, tout a été renversé. C'est l'économie qui a pris le dessus. Quand on regarde l'éducation, elle est très, très faible. Il y a Erasmus, mais Erasmus est petit par rapport aux millions d'étudiants qui ont envie d'être à Erasmus. Vous connaissez sûrement Erasmus, les étudiants. Et il y a eu aussi, alors la culture, n'en parlons pas, c'est tout petit. C'est la France qui fait la politique la plus culturelle en Europe. Tous les autres s'en fichent complètement. Ou moyennement, ils s'en fichent. Voilà. Tandis que l'économie a pris les dessus. Et on a fini, ce que je disais avant, fini avec les milliardaires. On va entrer, à mon avis, peut-être c'est un peu primaire ou primitif ce que je dis, mais on va entrer dans une période de milliardaires. Voilà. Et ça va durer un moment. C'est pas pessimiste, c'est parce que ça permet aussi de réfléchir, peut-être, en moi en tout cas, d'essayer de se battre contre ça aussi, parce qu'il y a des gens très bien partout, en France et dans le monde aussi, mais en France en tout cas, que je connais un peu, et qu'ils vont essayer de faire, que ce soit de politique ou que ce soit des citoyens, de faire des choses pour que cela ne prenne pas le dessus et qu'on ne soit pas sous la coupe, ça veut dire sous les volontés, disons plutôt, des gens qui veulent être milliardaires. Est-ce que vous pensez que... Qu'est-ce qu'on fait avec un milliard? On peut tout avoir, mais pourquoi tout avoir? Qu'est-ce qu'on va en faire? Je veux dire, l'homme là dépasse la logique complètement, il devient complètement zinzin. Est-ce que vous pensez qu'il y a un risque que la démocratie soit mise en soins palliatifs? Bah oui, il y aurait beaucoup d'argent. Ça ne coûtera pas tant que ça. Voilà. On en a touché un mot rapidement tout à l'heure, mais quand avec Enzo, on est allé proposer notre projet, on avait besoin de financiers, comme vous, pour vos films. Et je me souviens, vous nous recevez au Festival de Cannes dans un hôtel, vous étiez venu pour assister à un film, on prend rendez-vous avec vous. Évidemment, on est des parfaits anonymes. Et nos partenaires commencent à évoquer, vous dites, j'aimerais juste les entendre.
Et donc, je vous parle d'éducation, je vous parle du projet qu'on peut mener au niveau des primaires, etc. Et vous écoutez tout ça avec une énorme attention. Et puis derrière, les partenaires réévoquent les choses en vous disant « voulez-vous être le parrain ?» etc. Vous dites une chose, n'utilisez pas mon nom. La seule chose que je veux, c'est qu'ils soient pleinement libres de ce qu'ils vont faire. Vous n'êtes pas là parce que vous payez pour décider, vous êtes là pour les soutenir. Et c'est ça la vie. Et sans vous, tout ça n'existait pas. Costa Gavras. Merci. Non, je dirais sans vous. Sans vous. Vous avez fait tout le travail. C'est encore une chose à dire. En général, on nous demande toujours quel est votre film préféré. Et en général, Costa ou moi, on répond, c'est comme les enfants. Il n'y en a pas de préféré, sauf ceux qui ont des difficultés. Et pour nous, le film qui a eu le plus de difficultés, c'est Anaka. Essayez de le voir sur Internet si vous y arrivez.